Chloé, réponds-moi. Pourquoi y a-t-il un couple de personnes âgées que je ne reconnais pas qui vit dans la villa au bord du lac, celle que j'ai achetée pour toi, d'une valeur d'1 million d'euros? Ces paroles gelèrent instantanément l'ambiance animée du réveillon de Noël. Cling. Un bruit sec et creux résonna. En face de moi, mon père, Jean-Pierre, venait de laisser tomber le couteau qu'il serrait sur son assiette. J'arrêtai ma main à mi-chemin de ma bouche, un morceau de bûche sur ma fourchette, et levai lentement les yeux. Le regard de ma grand-mère Solange me transperça, embrochant ma sœur Élodie, assise raidement à côté de moi, puis nos parents. Tout juste rentrée de l'étranger après plusieurs années d'absence, ma grand-mère semblait bien plus sévère qu'avant, enveloppée d'une aura qui ne permettait à personne de l'approcher à la légère. « Grand-mère, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix tremblait. Les mots semblaient bien trop irréels pour quelqu'un comme moi, qui peinait même à réunir de quoi payer le déjeuner d'aujourd'hui. « Tu ne m'as pas entendu, Chloé ? Je parle de la maison de vacances au bord du lac. La maison que j'ai achetée pour toi il y a 3 ans pour ton avenir. » Sa voix était calme, mais en dessous, je pouvais sentir quelque chose comme du magma en ébullition. « Grand-mère, n'y a-t-il pas une erreur ? » Je rassemblai tout mon courage en parlant. Mon cœur battait la chamade. Je ne possède aucune maison. Pas de maison de vacances, pas même mon propre appartement. Je suis pratiquement sans abri en ce moment. J'ai été expulsée de mon appartement le mois dernier et je dors chez des amis depuis. Quoi ? Le sourcil de ma grand-mère tressaillit. Je savais que quelque chose clochait. Dès mon retour, je suis allée vérifier la propriété pour te faire une surprise. Tu n'y étais pas. Au lieu de cela, un couple âgé que je n'avais jamais vu auparavant m'a ouvert la porte. Ils ont dit qu'ils étaient les parents de Thomas, le mari d'Élodie. Élodie, voudrais-tu bien expliquer ce qui se passe ? Du coin de l'œil, je vis la main de ma sœur Élodie trembler alors qu'elle tenait son verre de vin. Élodie. Je me tournai vers elle. Ses yeux furetaient partout, sa respiration était rapide et superficielle. Grand-mère, s'écria Élodie, presque en hurlant. Ce doit être une erreur. Peut-être que tu t'es trompé d'adresse. Il y a beaucoup de maisons similaires dans ce coin-là, et tu viens juste de rentrer. Tu dois être épuisé. C'est vrai, maman, intervint ma mère, Valérie. Des perles de sueur parsemaient son front. C'est juste le décalage horaire. Tes souvenirs se mélangent. Allez, la dinde refroidit. Taisez-vous. Le cri de ma grand-mère s'abattit sur les paroles de ma mère comme un coup physique. Malgré son âge, sa voix était si puissante que tout le monde à table tressaillit. Mon esprit ne me fait pas encore défaut. L'adresse, l'extérieur, c'était exactement la maison pour laquelle j'ai signé le contrat. Et plus que cela. Ma grand-mère fouilla dans son sac à main, sortit une photographie et la fit glisser sur la table. Voici ce que les parents de Thomas, qui vivaient dans cette maison, m'ont dit. Nous séjournons dans cette maison qui appartient à la femme de notre fils, Élodie. Au moment où ces mots atterrirent, la couleur quitta complètement le visage d'Élodie. Sur la photo se trouvait un magnifique manoir au bord du lac, et devant, souriant à la caméra, se tenaient Élodie, son mari Thomas et ses parents. Devons-nous demander une explication pour cette photo ? Face à cette preuve irréfutable, l'air dans la pièce devint épais et lourd. Je fixai la photo, doutant de mes propres yeux. C'était le même endroit qu'Élodie avait posté sur les réseaux sociaux avec la légende « Ma nouvelle maison secondaire » à l'époque où je m'épuisais à jongler avec 3 petits boulots. C'était ma maison. Qu'est-ce qui se passe ? Je me levai. Maman, papa, qu'est-ce que ça veut dire ? Grand-mère a acheté une maison pour moi ? Alors pourquoi je vis comme une SDF en ce moment ? À ma question, mon père détourna le regard maladroitement. Maman, c'est compliqué. C'est Noël. Parler d'argent lors d'un repas de famille n'est pas exactement approprié, n'est-ce pas ? Demain, nous pourrons nous asseoir dans mon bureau et en parler correctement. Ma grand-mère le coupa froidement. Non, nous allons tout éclaircir ici et maintenant. Chloé, tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas ? À propos de la maison de vacances d'1 million d'euros que je t'ai offerte il y a 3 ans et de la façon dont elle a été utilisée. 1 million d'euros. La pièce tournait.
Le solde de mon compte bancaire quand je l'avais vérifié ce matin était de 12,50 €. Travailler 3 boulots, sacrifier mon sommeil, seulement pour voir tout disparaître dans les remboursements de mon prêt étudiant et les frais de vie. 1 million d'euros était un chiffre que je ne pouvais même pas imaginer. Je ne sais rien. Je n'ai jamais vu de maison de vacances, et on ne m'a jamais dit une seule fois que quelqu'un en avait acheté une pour moi. À mes mots, l'expression de ma grand-mère s'adoucit légèrement, une lueur de pitié traversant son visage. Mais elle disparut tout aussi vite, remplacée par un regard dur alors qu'elle se tournait vers mes parents. Jean-Pierre, Valérie, vous m'avez dit ceci, n'est-ce pas? Chloé est mentalement instable et incapable de gérer une grosse somme d'argent. Jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante, nous agirons en tant que tuteurs et gérerons cette maison de vacances en son nom. Point. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Attends une seconde, maman. Papa, quand exactement ai-je été mentalement instable? J'ai obtenu mon diplôme major de ma promotion et j'ai travaillé avec diligence depuis. Je ne vous ai jamais causé de problème, pas une seule fois. Chloé, calme-toi, dit ma mère d'une voix basse. Il n'y avait aucune inquiétude dans ses yeux, seulement un avertissement qui disait « Ne dis rien d'inutile. Tu t'énerves là. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire par instable. Ne t'avise pas. » Je bondis sur mes pieds. Ma chaise se renversa derrière moi avec un grand fracas. Je suis parfaitement normale. C'est vous qui êtes malade. Quand je ne pouvais pas payer mon loyer, vous m'avez dit que je n'essayais pas assez fort et que je devais être indépendante, n'est-ce pas? Et pourtant, dans mon dos, vous avez donné une maison à mon nom à Élodie. Chloé, comment oses-tu parler à tes parents comme ça? Mon père hurla, frappant du poing sur la table. Nous l'avons fait pour ton bien. Tu n'as pas la capacité de gérer des actifs, alors nous les avons confiés à Élodie. Pour mon bien. L'absurdité de tout cela me laissait trop engourdie pour même pleurer. Oh, tais-toi à la fin, hurla Élodie. Une femme banale et ennuyeuse comme toi ne mérite pas une belle maison comme ça. Nous l'utilisions juste à bon escient. Tu devrais nous remercier. Élodie, tu. Ma vision se brouilla de frustration. Tout mon corps tremblait de rage. C'est ça la famille. Est-ce ce que les gens liés par le sang se font les uns aux autres? Ça suffit. La voix de ma grand-mère trancha net à travers le marais des cris. Elle se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et marcha vers moi. Puis elle posa doucement sa main sur mon épaule tremblante. Chloé a raison. Vous êtes tous pourris. Complètement pourris jusqu'à la moelle. Maman, tu vas trop loin, dit mon père, le visage tordu. Nous avons tout fait pour le bien de la famille. Ma grand-mère le regarda froidement de haut. Il n'y a pas de famille ici. Il n'y a que des hyènes qui se sont nourries de la propriété de leur petite fille. Ce soir, tout sera réglé. Elle sortit un smartphone de sa poche et appuya sur un numéro abrégé. Entrez, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air froid de la nuit avec un homme. C'était Maître Laurent, l'avocat personnel de ma grand-mère. Il portait une épaisse mallette. Madame Delacroix, j'ai apporté tous les documents comme demandé, dit Maître Laurent d'un ton professionnel, posant une lourde pile de papier sur la table. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mon père recula d'un pas, chancelant. Jean-Pierre, Valérie et Élodie, déclara ma grand-mère. Je vais maintenant passer en revue chaque acte frauduleux que vous avez commis. Une page à la fois. Ne pensez pas un seul instant que vous pouvez vous échapper. J'essuyai mes larmes et levé la tête. La chaleur de la main de ma grand-mère me donnait de la force. C'est vrai. Ce n'était pas le moment de pleurer, et j'avais le devoir de leur faire affronter les conséquences qu'ils méritaient. Dans la pièce morte et silencieuse, mon petit rire résonna. Je me levai lentement, abandonnant le masque de la victime effrayée que je portais jusqu'à présent. Faisant semblant d'essuyer mes larmes avec ma serviette, je regardais ma famille avec des yeux froids et impitoyables. Ça suffit la comédie, grand-mère. Oui, en effet, Chloé. J'ai été très divertie, répondit ma grand-mère, se plaçant fermement à mes côtés, sa canne tapant le sol. Mon père, ma mère et Élodie restèrent sans voix devant notre transformation soudaine. Hein,
Chloé, pourquoi ris-tu ? Demanda ma mère d'une voix tremblante. Vous ne voyez pas ? Vous vous êtes fait avoir, lui dis-je froidement. Je continuai sans pitié. Il y a une semaine, grand-mère m'a contacté. Pas par vous, mais par ma tante. Elle a dit, il semble que la famille intercepte mes lettres et t'isole délibérément. À partir de ce moment-là, nous savions tout. Et c'est pourquoi nous avons préparé le décor pour ce soir, ce soi-disant dîner de Noël. Nous attendions le moment où vous baisseriez votre garde et avoueriez vos crimes de vos propres bouches. Quoi ? C'était un piège ? Mon père devint pâle et essaya de se lever. Assieds-toi. Un mot de ma grand-mère le cloua sur sa chaise. Ce n'est pas encore fini. En fait, ça ne fait que commencer. Maître Laurent, s'il vous plaît. Commençons par l'acte de donation falsifié, voulez-vous ? L'analyse graphologique est terminée. Maître Laurent fit glisser un document au centre de la table. C'était un registre immobilier. Cette propriété, le manoir du Lac, a été initialement achetée par Madame Delacroix au nom de Mademoiselle Chloé Delacroix. Cependant, le propriétaire actuel enregistré est Élodie Martin, votre sœur cadette. La date de transfert est le 15 octobre, il y a 3 ans. Le prix de vente était de 1 euro symbolique. Une donation. 1 euro. C'était le prix de ma vie. Je fixai la date. Octobre, il y a 3 ans. Le moment exact où j'avais obtenu mon diplôme universitaire et commencé à me noyer sous les remboursements de mon prêt étudiant et les frais de vie. Le moment où ma vie a commencé à dérailler. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait, dis-je doucement. J'ai fini major de ma promotion. J'avais des recommandations de professeurs et j'ai atteint les entretiens finaux dans plusieurs grandes entreprises. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, chacune d'entre elles m'a rejeté sans explication. Je fixai mon père du regard. Ses yeux fuyaient. À cette époque, des emails anonymes ont été envoyés au service des ressources humaines des entreprises que j'étais sur le point de rejoindre. Des emails prétendant que Chloé Delacroix souffrait d'une maladie mentale grave et était une trouble-fête à l'université. De quoi parles-tu ? Il essaya de faire l'innocent. Les adresses IP ne mentent pas, papa. Les emails ont été envoyés depuis cette maison et les horodatages correspondent aux heures où tu étais dans ton bureau. Tu m'as poussé au chômage exprès, n'est-ce pas ? Parce que si je devenais indépendante, vous ne pourriez pas continuer à commettre des fraudes en utilisant mon nom. Non, c'était pour ton bien. Et toi, maman, dis-je en me tournant vers ma mère. Je comprends enfin pourquoi, peu importe à quel point je travaillais dur, je n'économisais jamais d'argent et pourquoi je continuais à échouer aux vérifications de solvabilité. Maître Laurent produisit une série de relevés bancaires. Ceci est le compte que Chloé utilisait pour rembourser ses prêts étudiants. Elle déposait de l'argent chaque mois provenant de ses petits boulots. Cependant, les fonds étaient automatiquement redirigés, non pas vers l'organisme de crédit, mais vers un compte caché au nom de Madame Valérie Delacroix. C'est... Ma mère halta. Et pourtant, maman, tu n'arrêtais pas de me dire que je n'essayais pas assez fort, que je devrais être plus comme Élodie. À cause de toi, j'ai été fichée à la Banque de France. Je ne pouvais même pas louer un appartement correct. Tu as détruit mon dossier de crédit. Tu m'as forcé à jongler avec 3 emplois et à vivre quand même dans la peur de finir à la rue. Ma mère couvrit sa bouche de ses mains tremblantes. Ma pauvreté n'était pas de la malchance. Ce n'était pas un manque d'effort. C'était une cage soigneusement et délibérément construite par mes propres parents. Et toi, Élodie ? Je me tournai vers ma sœur. Elle me foudroya du regard comme si c'était elle la victime. Les parents de Thomas vivent dans la maison de vacances, n'est-ce pas ? Et alors, répondit Élodie en avançant le menton. Les parents de Thomas ont pris leur retraite et voulaient un endroit calme pour vivre, alors je les ai laissés rester là. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? C'est mieux que de laisser l'endroit vide. Tu les as laissés rester ? Je haussai un sourcil. Gratuitement ? Bien sûr. C'est la famille. Ne mens pas. Je fis un léger signe de tête à Maître Laurent. Sans un mot, il présenta le document suivant. Ce sont les relevés de dépôt d'un compte bancaire au nom d'Élodie Martin, lut calmement Maître Laurent.
Le premier de chaque mois, 5 000 € sont virés du compte des parents de Thomas Martin. L'objet du virement est indiqué comme loyer. Point. Ma grand-mère parla en premier. Élodie, donc non seulement tu as volé la maison de Chloé, mais tu l'as ensuite utilisée pour extorquer un loyer à ta belle famille. Non, ce n'est pas ça, hurla Élodie. C'était des frais d'entretien. C'est une immense maison. Ça coûte de l'argent de l'entretenir. Et les parents de Thomas sont riches de toute façon. 5 000 € par mois, ce n'est rien pour eux. Ce n'est pas la question, dis-je calmement, mais avec force. Tu as pris ma maison sans permission et tu as gagné 5 000 € par mois grâce à elle. Pendant ce temps, moi, la propriétaire légitime, je pouvais à peine me payer à manger pour le lendemain. Tu le savais? Les yeux d'Élodie fuyaient. Maman, écoute. Mon père se pencha en avant, essayant d'intervenir. Oui, peut-être que la façon dont nous l'avons fait était un peu brutale, mais regarde le résultat. La maison est bien entretenue et les beaux-parents d'Élodie sont heureux. N'est-ce pas bien mieux pour la famille dans son ensemble que de laisser Chloé vivre là-bas toute seule? Nous pouvons toujours donner un peu d'argent à Chloé plus tard. Une indemnité de départ? Non, une compensation et on règle ça. Une compensation, répéta ma grand-mère d'une voix basse. Le pied du verre de vin dans sa main grinça de manière inquiétante. Quand ma petite fille était sur le point de dormir dans la rue, vous viviez dans le luxe grâce à sa propriété. Et maintenant vous pensez pouvoir régler ça avec de l'argent de consolation? Mais maman, Chloé est encore jeune. Les épreuves forgent le caractère, n'est-ce pas? Tais-toi. Le rugissement de ma grand-mère résonna dans la pièce. J'écrivais à Chloé tous les mois. Je demandais, comment va la maison? As-tu des problèmes? Mais je n'ai jamais reçu une seule réponse. Au lieu de cela, Jean-Pierre n'arrêtait pas de me dire, Chloé est tellement instable mentalement, elle ne peut même pas écrire une note de remerciement. Point. Je secouai la tête. Pas une seule lettre ne m'est jamais parvenue. Bien sûr que non, dit froidement ma grand-mère en se tournant vers mes parents. Chaque lettre que j'envoyais était adressée à cette maison. Vous prétendiez que Chloé était instable et disiez que vous les garderiez pour elle. Et vous ne m'avez jamais donné sa véritable adresse. Vous avez détruit mes lettres et coupé tout contact avec Chloé aussi, n'est-ce pas? C'est parce que, cria ma mère, tu semblais si occupée par ton travail à l'étranger. La raison pour laquelle ma grand-mère et moi ne pouvions pas rester en contact n'était plus un mystère. La distance physique et le mur malveillant que mes parents avaient construit entre nous. Tout se mettait enfin en place, révélant toute la laideur de ce qu'ils avaient fait. Ça suffit les excuses, dis-je en prenant une profonde inspiration et en faisant signe à Maître Laurent. Confirmons les faits d'un point de vue juridique. Maître Laurent afficha sur sa tablette le soi-disant contrat de cession qu'Élodie utilisait comme base pour sa revendication de propriété. Mademoiselle Martin, vous avez déclaré plus tôt que ce document représente un transfert légitime de Chloé il y a 3 ans. Correct? Oui, regardez juste la date, hurla Élodie, trempée de sueur. En effet, c'est ce qui est écrit. Nous aborderons l'écriture manuscrite sous peu, mais d'abord, nous avons effectué une analyse médico-légale numérique du papier lui-même. Il appuya sur un bouton et une image agrandie du document apparut. Sous les fibres du papier, un motif de minuscules points imperceptibles à l'œil nu émergea. Ceci est un code d'identification machine. De nombreuses imprimantes laser couleur intègrent des points jaunes microscopiques qui enregistrent le numéro de série de l'imprimante ainsi que la date et l'heure de l'impression. Quoi? La bouche d'Élodie tomba ouverte. Après avoir analysé ces points, nous avons déterminé que ce document a été imprimé il y a exactement 6 mois. C'est étrange, dis-je avec un sourire froid. Pourquoi un contrat soi-disant signé il y a 3 ans serait-il écrit sur du papier imprimé il y a seulement 6 mois? Puis-je parler lentement et clairement. En d'autres termes, ce document a été fabriqué il y a 6 mois. Je regardais tour à tour mon père, ma mère et enfin Élodie. Et je peux penser exactement à la raison pour laquelle vous avez soudainement eu besoin de le falsifier il y a 6 mois. Le visage de mon père devint cendré. Il y a 6 mois, grand-mère vous a contacté et a dit, mon travail se stabilise enfin. Je pourrai rentrer bientôt, n'est-ce pas? Je continuai. Vous avez paniqué. Jusque-là,
vous occupiez illégalement la maison de Chloé et la traitiez comme celle d'Élodie en vous basant sur rien d'autre que des promesses verbales. Mais une fois grand-mère revenue et vérifiant les registres de propriété, vos mensonges seraient exposés. Alors, vous vous êtes dépêché de falsifier des documents pour vous donner une couverture légale. Ce n'est pas. Mais si vous m'aviez demandé de le signer, vous auriez été démasqué. Alors Élodie a copié mon écriture et a falsifié la signature avec une date d'il y a 3 ans. N'est-ce pas? Mon père se prit la tête entre les mains et gémit. J'avais visé juste. Pendant 3 ans, ils avaient fait ce qu'ils voulaient, comptant sur le fait que ma grand-mère ne reviendrait pas. Mais au moment où ils ont entendu qu'elle pourrait revenir, ils ont paniqué et se sont précipités pour fabriquer des preuves. Cette panique a conduit à leur erreur fatale. Maître Laurent insista impitoyablement. Selon l'analyse graphologique, cette signature correspond à l'écriture de mademoiselle Élodie Martin avec une probabilité de 99%. Cela constitue une falsification claire d'un document privé. De plus, mademoiselle Martin a faussement prétendu être la tutrice légale de Chloé et a retiré 1 million d'euros du compte de Chloé sous prétexte de frais d'entretien pour la maison de vacances. Cela constitue une fraude et un détournement de fonds. Fraude. Élodie commença à trembler de manière incontrôlable. Prison. Cela ne peut pas être réel. Papa, dis quelque chose. C'est toi qui as dit, tant qu'on antidate, ça ira, point. Imbécile. Ferme ta gueule, rugit mon père. Mais il était bien trop tard. La police a déjà été prévenue, dit calmement maître Laurent. Mademoiselle Martin, des accusations criminelles vont être déposées contre vous immédiatement. Non, 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 non. Élodie se prit la tête et éclata en sanglots. Papa m'a dit de le faire. Il a dit que Chloé est stupide. Qu'elle ne remarquerait jamais rien. Il m'a dit, copie juste sa signature. Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit. Quoi? Élodie, tu vends ton propre père? Mon père rugit. Mais c'est la vérité. Maman l'a dit aussi. Elle a ri et a dit que Chloé ne pourrait jamais rembourser ses prêts étudiants de toute façon, alors autant utiliser l'argent à bon escient nous-mêmes. Élodie, ne dis pas un mot de plus. Ma mère hurla, se jetant sur elle. C'était douloureusement laid. Les mêmes personnes qui prêchaient sur les liens familiaux et l'amour il y a quelques instants se lançaient maintenant des accusations, essayant désespérément de rejeter la faute. Ma grand-mère regarda le spectacle avec des yeux froids et parla doucement. Ça suffit. À ces mots, les cris s'arrêtèrent net. J'ai vu assez de votre laideur. Ne tâchez pas cette table davantage. Elle se tourna vers maître Laurent. Maître, la révision de mon testament est terminée. Correct? Oui, madame Delacroix. Maître Laurent sortit un nouveau jeu de documents. Ceci est le dernier testament. Il révoque entièrement les droits d'héritage de Jean-Pierre Delacroix, Valérie Delacroix et Élodie Martin, ainsi que du conjoint d'Élodie Martin, et désigne mademoiselle Chloé Delacroix comme seule héritière de l'intégralité du patrimoine. L'intégralité du patrimoine? Mes parents hurlèrent à l'unisson. Maman, s'il te plaît, attends. Tout sauf ça. Nous sommes désolés. Nous avons réfléchi à nos actions. S'il te plaît. Toute trace de fierté avait disparu. Seulement un homme s'accrochant désespérément à l'argent. Ma mère suivit. Je suis désolée, maman. J'ai eu un moment de faiblesse. Je ne le ferai plus jamais. S'il te plaît, reconsidère. De haut, ma grand-mère répondit d'une voix glaciale. Si vous voulez vous excuser, faites-le à Chloé. C'est elle la victime, pas moi. Les yeux de mes parents et d'Élodie se tournèrent tous vers moi en même temps, implorant, servile, et en dessous de tout ça, cette même supposition arrogante. Nous sommes de la famille, alors elle nous pardonnera. Je levai lentement mon verre de vin et pris une gorgée. Puis je souris doucement. Non, je ne possède pas de pitié. La seule chose que j'ai pour vous, c'est une facture. J'acceptais le dernier document de maître Laurent. Ceci est une demande de restitution pour enrichissement sans cause sur les 3 dernières années, accompagnée de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le montant total dû est de 2 millions d'euros.
Si le paiement n'est pas effectué d'ici demain, des poursuites pénales seront engagées immédiatement. 2 millions d'euros ? Mon père hurla. Il est impossible que nous ayons ce genre d'argent. Alors vendez ce que vous avez, dis-je froidement. Votre maison, vos voitures, vos bijoux, et cette maison où vivent les parents de Thomas. Vous allez la libérer immédiatement. Non. Élodie s'effondra sur le sol. Mettre les parents de Thomas dehors. Si je fais ça, il va divorcer. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème, Élodie, la coupai-je froidement. Quand j'ai perdu mon travail et que mon crédit a été détruit, est-ce que l'un d'entre vous s'est inquiété pour moi? Non. Vous m'avez tous moqué. Maintenant, c'est à votre tour de goûter à cette même misère. À ce moment-là, on frappa lourdement à la porte de la salle à manger, et 2 officiers de police entrèrent. Élodie Martin, veuillez nous suivre au poste. Non, aidez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Élodie hurla alors qu'elle était emmenée. Ensuite, mes parents, toujours sous le choc, furent également menottés. Chloé, je suis désolée, Chloé, sanglota ma mère, me regardant à travers ses larmes. J'ai eu tort. S'il te plaît, retire la plainte. Adieu, maman, dis-je sans détourner le regard. Compte les rides sur ton visage en prison. Tu auras tout le temps. Alors que les sirènes de police s'estompaient au loin, seule ma grand-mère, maître Laurent et moi restions dans la vaste salle à manger. Je laissai échapper un long soupir. Ce n'était pas de l'épuisement. C'était du soulagement, comme si une malédiction avait enfin été levée. C'est fini, grand-mère. Oui, ça l'est, dit-elle doucement, me tirant dans une étreinte. Non, en fait ce n'est pas tout à fait juste. C'est ici que ça commence. Ta vraie vie. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit-là. Je suis debout maintenant sur la terrasse en bois du manoir du lac. Cet endroit est vraiment le mien. Élodie, son mari et ses parents ont été expulsés de force dans les 72 heures suivant cette nuit-là. Ses beaux-parents ont affirmé qu'on leur avait dit que la maison appartenait à leur belle-fille et qu'ils étaient des victimes aussi. Cependant, parce qu'ils y avaient vécu en sachant que le loyer était suspectement bas et que le contrat était douteux, ils ont été interrogés comme complices potentiels. Élodie a été condamnée à 3 ans de prison et est actuellement incarcérée. Elle a divorcé de Thomas et a été complètement ruinée par les dommages et les frais juridiques. Mes parents ont perdu toute crédibilité sociale et ont été coupés par les proches de tous bords. L'entreprise de mon père a fait faillite et j'entends dire qu'ils survivent maintenant dans un petit appartement HLM. Mais je ne connais même pas leurs coordonnées, et je ne le veux pas. Quant à moi, j'ai lancé une nouvelle entreprise dans cette maison tranquille. Conseil en ligne, planification financière et soutien aux victimes. Quand j'ai commencé à partager mes propres expériences déchirantes, la réponse a été écrasante. Avant que je ne m'en rende compte, mon emploi du temps était réservé des mois à l'avance, et mes revenus ont augmenté de dizaines de fois par rapport à ce que je gagnais quand je jonglais avec 3 emplois. Je ne dépends plus de personne. J'ai atteint une indépendance financière complète. Les week-ends, ma grand-mère vient séjourner ici, et nous nous asseyons près de la cheminée, parlant et riant comme si nous récupérions les 3 années qui nous ont été volées. Un jour, regardant calmement le lac, elle a dit, « Tu n'as pas seulement récupéré l'avenir qui t'a été pris. Grâce à ton intégrité et ton courage, tu en as construit un encore plus brillant. C'est ma maison, l'endroit que je protège, l'endroit que j'aime. Je suis heureuse, grand-mère, dis-je du fond du cœur.